évidemment peur sur le monde. Notre premier message, on a voulu vraiment les donner aux Français juifs et on est avec d'ailleurs Ben Rosenbaum, avant de parler de l'actualité effectivement diplomatique, politique, militaire. Je vous ai écouté hier soir. Bonjour, Monsieur Rosenbaum. Je vous ai écouté hier soir et j'étais évidemment très touché et on a voulu commencer l'émission avec vous parce que vous êtes à Tel Aviv. Et ce que vous avez dit de plus fort, me semble-t-il, hier, c'est que vous avez dit, pour la première fois, j'ai peur. C'est-à-dire que nous sommes habitués, vous êtes habitués, les Français juifs, les Israéliens sont habitués, mais ils ont quand même le sentiment là qu'il y a autre chose qui se passe. Alors comment allez-vous d'abord et comment avez-vous passé la nuit ensuite? Bonsoir, merci de me donner la parole. Écoutez, comment on va? On a toujours beaucoup d'espoir parce que s'il y a quelque chose de particulier avec Israël en général, c'est que malgré les horreurs qui nous arrivent, si on n'est pas attaché à l'espoir, on ne tient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, écoutez, on attend avec impatience la fin de tout ça, même si on ne la voit pas arriver tout de suite. Heu, Comment vous dire? C'est terrible parce que d'un côté, on sait qu'on va s'en sortir. La question est de savoir à quel prix. Le prix, on l'a déjà payé plusieurs fois et ça a pas commencé le 7 octobre. Ça fait des décennies, bien avant que moi j'arrive sur place, et bien avant que des générations de juifs français arrivent sur place également pour apporter leur pierre à l'édifice. Mais encore une fois, voilà, c'est des nuits à avoir peur. C'est savoir quel sera le prix qu'on aura à payer à, enfin, quand on va aller dormir, quoi. Voilà, encore une fois, il y a eu une alarme cette nuit. On sait que voilà, il y a encore eu des morts, donc voilà, c'est catastrophique, quoi. Bon, je salue tous ceux qui m'envoient des textos depuis 9h02. Isidore Aragonès, qui a été président du CRIF à Marseille et qui me dit vraiment vous nous faites chaud au cœur. Jeanne Assouli, qui est la fille d'Avi Assouli, qui nous écoute et on pense chaque jour à Avi, bien sûr, qui est décédé il y a quelques jours. Alexandre Arcadi, qui nous écoute, Robert Sebag, qui nous écoute également, qui était venu ici pendant le Covid. Et je vois vraiment combien les Français juifs sont touchés, bien évidemment, comme nous tous, par ce qui se passe. Mais Monsieur Rosenbaum, votre témoignage nous intéresse parce que vous appartenez donc à cette génération, si j'ai bien compris, qui a fait son alia. C'est-à-dire qui a C'est ça. quitté la France précisément parce que vous vous sentiez pas forcément en sécurité en France. Et vous êtes en Israël aujourd'hui. Et quelqu'un me disait ce week-end, je me sens plus en sécurité sous les bombes à Tel Aviv que parfois à Paris, à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis. Absolument, c'est ça. On a eu cette réflexion il n'y a pas longtemps avec des amis français juifs aussi qui ont fait leur alia depuis des années. Et on s'était dit que on adorerait avoir des vacances, mais quitter ce pays dans un moment comme celui-là, c'est comme si on s'arrachait un petit peu, comme si on s'arrachait un petit peu le cœur. Moi, quand je suis parti quelques mois après l'affaire Ilan Halimi, qui a été un chamboulement dans ma vie personnelle, dans la vie personnelle, dans la vie de ma famille. On savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et le problème, malheureusement, c'est que, on est très attaché à la France, on est attaché viscéralement à la France, malgré le fait qu'on l'ait quittée. Et plus le temps a passé depuis ces 19-20 dernières années, et plus malheureusement les faits nous ont donné raison. C'est-à-dire que les Juifs de moins en moins se sentent en sécurité. Les gens, quand ils veulent commander, on en est au stade en France où les gens, quand ils veulent commander à manger, ils doivent changer leur nom de famille sur les applications parce qu'ils ont peur que la connotation juive de leur nom de famille puisse leur porter préjudice. On en est là, ça rappelle des heures sombres de l'histoire qui sont, c'est absolument affreux ça fait mal au cœur d'un côté. D'un autre côté, on sait que on a du soutien, mais malheureusement, je pense que ce soutien s'estompe et ça fait très peur pour la suite. Ben Rosenblum est avec nous ce matin, si vous nous rejoignez un instant, et notamment je pense aux auditeurs d'Europe 1, il raconte cette nuit qu'il a passée, il raconte aussi l'alia qu'il a fait. Vous avez de la famille en France, j'imagine? Il y a peut-être vos parents, vos cousins qui sont en France et qui sont en train de vous écouter, ou est-ce que tout le monde est en Israël, Ben? J'ai de la famille enfin, niveau famille,
plus trop de famille qui est en France. Beaucoup ont fait l'ALIA déjà. J'ai des amis très très proches qui sont encore en France. Un petit peu de famille en Belgique, mais la famille en Belgique aussi a un petit peu du mal à tenir. Et voilà. Et sinon, pour le reste, on est tous ici. Merci, on voulait vraiment commencer cette émission avec vous. Merci Et à à travers vous, c'est le témoignage à tous les Français juifs et puis les juifs du monde entier, bien sûr, que nous adressons à ce moment de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, on viendra vers vous, j'allais dire tous les jours, en espérant ne pas venir vers vous précisément tous les jours, parce que si on ne vient pas, c'est que la situation s'arrange. Vincent Hervouet, merci vraiment d'être avec nous. On voit le sujet d'Hélène Charpis, ce qui s'est passé cette nuit, et vous me décryptez les dernières informations. Toute une nuit, rythmée par les alarmes. L'Iran continue sa riposte et les Israéliens se mettent à l'abri. Une nouvelle salve de missiles iraniens a plu sur l'État hébreu sans que le dôme de fer ne puisse tous les neutraliser. Et l'armée israélienne tente d'intercepter le plus de drones iraniens possible. L'Iran a envoyé plus de 100 drones vers Israël. Nous les avons interceptés. À Jérusalem, Tel Aviv ou encore Haïfa, l'attaque de missiles a provoqué des incendies sans précédent, coinçant des personnes sous les décombres et faisant craindre une forte augmentation des bilans humains. Ces frappes interviennent en réponse de bombardements israéliens sur des sites de missiles en Iran, et Israël a affirmé avoir détruit un important site d'uranium dans le centre du pays. Le président américain Donald Trump a appelé Israël et l'Iran à trouver un accord, tandis qu'Emmanuel Macron a affirmé que la France n'a participé à aucune opération défensive d'Israël, alors que le G7 va bientôt commencer au Canada. Peur sur le monde, Vincent Hervouet. Oui, la peur, mais oui, vous parliez à juste titre de l'angoisse qui peut saisir les Israéliens qui sont aujourd'hui sous les bombes. Moi, j'ai aussi une pensée pour les 8 Européens qui croupissent en plein cœur de Téhéran à la prison d'Evin, dont les 2 Français, Jacques Paris et comment s'appelait Cécile Collère, oui, qui sont depuis maintenant plus de 3 ans au secret, aux oubliettes, et ils le sont, et je pense à eux parce qu'ils sont emprisonnés parce qu'ils sont français, et uniquement parce qu'ils sont français. Ce sont nos otages. Il n'y a pas que Boualem Sansal. Ces 2 Français-là ont été jetés au cachot. Qu'est-ce qu'ils faisaient du tourisme. Ils ont été capturés, ils ont été kidnappés au moment où ils passaient la douane pour rentrer à Paris. Et ils n'ont pas encore été jugés d'ailleurs, et ils sont... Et si j'en parle, c'est parce qu'en janvier dernier, un Français a été relâché, après de longues et ténébreuses négociations, et il a expliqué qu'ils étaient, l'un et l'autre, absolument épuisés moralement. Et je vous imaginez ce que ça doit être le climat à l'intérieur de la ville. J'entends bien et je comprends ce que vous dites, mais forcément ce matin, l'actualité, c'est Israël. Ben, l'actualité, c'est que le conflit, au bout de 3 jours... donne l'impression non pas de piétiner, mais on sent qu'il n'y a pas de contagion régionale. On ne touche pas aux champs d'hydrocarbures de Séoudiens. Les Américains ne sont pas attaqués. Personne ne vient au secours de l'Iran. Le Hezbollah n'a pas tiré une seule roquette en défense de son maître. Il y a donc, ça se joue uniquement entre Israéliens et Iraniens. Il y a donc on sent un grand soulagement dans le monde arabe, et en même temps on voit de ce qui va se passer. C'est parti pour durer un certain temps. Les résultats pour l'instant ne sont pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on comprend que l'Israël voulait décapiter le régime, la République islamique. Trump prétend avoir mis un veto à l'exécution du guide suprême qui a été sorti là, de Téhéran et qui a été envoyé, paraît-il, dans l'est du pays, dans un bunker. Pourquoi est-ce que le président... Pourquoi Trump ? Parce que, visiblement, il ne veut pas d'un changement de régime radical. Et pourquoi ? Parce que le chaos qui suivrait serait difficile à endiguer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui viendra après. Pour l'instant, les Iraniens, aussi détestables qu'ils soient, le régime tel qu'il est, ce sont des gens avec qui on peut négocier. Ce n'est pas la Syrie. Attendez. Je ne suis pas en train de les bénir, je ne suis pas en train de les excuser, je
suis pas en train de vous dire que... Non, mais ça a vous été une décryptez. nuisance. Mais attendez, Ça a c'est été pas une un avis. nuisance redoutable. Ne faisons pas de morale. Ans. Je vous Ils ont propose répandu la révolution islamique à travers tout le monde arabe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. L'ayatollah Khomeini a été une catastrophe pour l'humanité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens qui sont à peu près rationnels, avec lesquels vous pouvez négocier. Ce qu'on espère, c'est qu'ils reviennent à la table. Ce qu'espèrent les Américains, c'est qu'ils reviennent à la table des négociations après avoir sauvé la face. Après avoir donné l'impression de réagir en bombardant Israël. Je vous propose avec des d'écouter missiles 2-3 réactions, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre décryptage. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, est-ce qu'on peut l'écouter? Benjamin Netanyahou sur le régime iranien qui est faible, dit-il, et il s'est exprimé ces dernières heures, mais est-ce que nous l'avons ou pas, chère Marine Lançon, qui est en régie avec nous? Benjamin Netanyahou, allons-y. Le régime iranien est très faible. Je pense qu'il ne lui reste que deux choses. Son projet de se doter de bombes atomiques et de missiles balistiques. C'est essentiellement ce dont dispose l'Iran. Ils n'ont certainement pas le peuple derrière eux. 80% de la population chasserait ces voyous théologiques. Ils les assassinent, les oppriment, et depuis 46 ans, ils aspirent à la liberté. Nous ne pouvons pas laisser le régime le plus dangereux du monde posséder les armes les plus dangereuses du monde. Nous nous protégeons, mais nous protégeons aussi beaucoup d'autres personnes. Les renseignements que nous avons obtenus et partagés avec les États-Unis étaient absolument clairs. Ils travaillaient sur un plan secret visant à militariser l'uranium. Ils avançaient très vite pour mettre au point un dispositif d'essai, voire un premier dispositif opérationnel, en quelques mois ou plus probablement en moins d'un an. Ce sont ces renseignements que nous avons partagés avec les États-Unis. Régime iranien faible? Oui, mais le régime est détesté, il est méprisé, il est craint par son opinion, il est faible dans le sens où les coups au but qui ont été portés par les Israéliens sont extraordinaires. Hein. C'est incroyable ce à quoi on a assisté là, depuis vendredi. Vous avez eu l'élimination quand même de tout l'état-major, de l'armée, des canons de la Révolution, du renseignement. C'est invraisemblable. Ils sont allés les chercher à domicile pratiquement, à la fourchette à escargot. Mais la question c'est, quel est le véritable but de guerre? Si c'est neutraliser le mécano-nucléaire, ils ne l'ont pas fait. Alors écoutez ce qu'a dit le colonel Rafovitz sur le but de cette campagne militaire. Un des buts de la campagne contre l'armée iranienne, contre le programme secret nucléaire iranien, c'est également la destruction, en tout cas la réduction des missiles balistiques de longue portée, qui même s'il n'y a pas le programme nucléaire, sont une capacité de destruction dramatique. Nous sommes aujourd'hui capables de contrôler les airs dans l'ouest iranien, jusque dans la capitale, Téhéran, et même bien au-delà, puisqu'aujourd'hui, on a frappé des cibles à 2300 km des frontières d'Israël, du jamais vu dans l'histoire d'Israël depuis que l'État d'Israël a été reconnu par les Nations Unies comme un État indépendant. Et cette capacité aujourd'hui fait que nous frappons des frappes très précises, très ciblées, dans des centaines d'endroits différents en Iran, pour frapper le programme militaire, nucléaire et également des éléments balistiques. Vous dites ben non? Ben non, parce que le colonel Rafovitz fait son office, mais si vous voulez, la force de dissuasion qu'avaient les Iraniens, c'était le Hezbollah, d'accord? On savait que si les Israéliens s'attaquaient à Téhéran, immédiatement, le pays serait noyé sous une masse invraisemblable de missiles. Le Hezbollah n'en avait plus de 100 000. Là, c'est terminé. Les Israéliens ont vraiment cassé les dents du Hezbollah. Un jour, il y a un homme que vous connaissez qui m'a fait cette réflexion hier, qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, mais est-ce qu'on se mesure les conséquences incroyables de ce qu'a fait Sinwar, le chef du Hamas, qui a liquidé donc par le Hamas, le Hezbollah, le régime d'Hafez el-Assad, et maintenant c'est l'Iran qui s'apprête, le régime iranien qui va sans doute tomber. Tout ça par le fait d'un homme, d'un terroriste, Sinwar. C'est sans précédent dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que là, il nous explique qu'ils sont en train de bombarder, de viser les rampes de lancement de missiles balistiques, mais
Le cœur du problème, c'est le nucléaire. C'est ce qui est à 70 mètres sous le granit, à Natanz, à Fordow, qui n'a pas été touché, paraît-il. Bon. Je ne sais pas si les uns les autres, Elisabeth Lévy, je vois Juste, envie de... non, mais juste sur cet aspect, peut-être que le nucléaire, à terme, c'est un problème, même si on n'est pas du tout sûr que l'Iran s'en servirait. En revanche, les missiles balistiques, c'est tous les jours, donc si, c'est quand même un problème. Et juste rajouter un mot à votre magnifique édito, il n'y a pas que de la peur, elle existe. Il y a aussi, je pense, chez beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs, de la fierté. Je suis d'accord avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages hier, notamment d'un ami qui est en Israël, qui dit « Je suis là où je dois être ». Et il y avait de l'inquiétude, bien sûr, pour lui, pour sa famille, mais il dit « Je suis là où je dois être ». Nathan Devers. Deux petites remarques. La première, je crois que c'est un moment de vérité. Parce que depuis le 7 octobre, en fait, beaucoup de journalistes disent qu'on est dans un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien. C'est pas tout à fait vrai. Ce conflit, jusqu'aux années 70, en France, on l'appelait pas ainsi, on l'appelait le conflit israélo-arabe. Et je crois que depuis le 7 octobre, on est rentré dans un troisième paradigme, qui est le conflit israélo-iranien. Et ça devait se jouer à un moment à Téhéran, puisque c'était des attaques par proxy interposé. La deuxième remarque que je ferai, c'est que là, on voit quand même que aussi bien le Hezbollah que Téhéran, ces réussites, ces prouesses, elles sont dues au fait que l'armée israélienne a agi après, si vous voulez, les services de renseignement. Et qu'il y a un travail qui a été fait sur 10 ans, qui est absolument incroyable, d'infiltration de l'État iranien dans ses plus hautes sphères, etc. La troisième chose, c'est une question que je me pose. Évidemment, on le sait, le peuple iranien a été héroïque, c'est un très grand peuple. On ne salue pas assez la bravoure, le courage, le sacrifice des femmes iraniennes qui, depuis des années, ont essayé de braver ce régime. Est-ce qu'ils vont se soulever ? Ou est-ce que ça va susciter, comme quand il y avait eu la guerre Irak-Iran, un sentiment de repli nationaliste avec une détestation d'Israël qui l'emportera sur la détestation du régime ? Moi, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit mon interrogation par rapport à la position de la France dans ce qui est en train de se passer. Je trouve qu'on est un peu sur le retrait. Certes, le président n'a pas condamné l'intervention israélienne, mais que faisons-nous pour nos alliés et amis israéliens ? Est-ce que nous apportons une aide militaire ? Elisabeth, est-ce que nous apportons ou est-ce que nous promettons une aide comme on l'a fait pour l'Ukraine ? Je trouve qu'on a une position très en retrait et qu'Israël est un peu isolé. Deux choses. Une position en retrait. Les affaires étrangères ne sont pas en retrait, ils sont en colère. On vient de les frustrer. On vient de les frustrer de la grande réunion, du grand sommet qui devait se tenir la semaine prochaine à l'ONU pour décider du sort de Gaza avec les Saoudiens. Donc ça, c'est passé à la trappe, c'est quand même très dommage. Et puis on a autre chose à faire. Pardonnez-moi, mais les gens ne comprennent pas ce que vous dites. Je vous explique. Il y avait un rendez-vous fixé par le président de la République avec le prince héritier d'Arabie Saoudite pour essayer de déterminer et de reconnaître la Palestine. Et bien tout ça a volé en éclats, c'est plus d'actualité. Et bien il faut le dire comme vous le dites. On est navré, on est frustré, on est déçu à l'Élysée, on s'occupe du Groenland. J'entends bien. J'ai déjà dit ici que je suis accoucheur de Vincent Herbouët. C'est quand même très c'est un drôle de métier. C'est très douloureux. Bon, vous avez entendu. Mais non, mais comment dire, je suis obsédé par les téléspectateurs, ce qui est bien normal. Ils n'ont pas votre niveau de décryptage, de connaissance, de diplomatie, etc. Donc ils entendent ces informations, parfois ils se disent blague ou pas. Vincent n'a pas répondu. Et vous vous souvenez ce que Étienne Moujat disait toujours, pas de second degré. Oui. Bon, Thomas. Non, s'il vous plaît, vous avez entendu J'ai pas entendu la réponse. Oui, vous l'entendrez après, parce que vous n'avez pas entendu manifestement le carillon